Plus d'un Français sur 3 n'est pas satisfait de la qualité de son sommeil. Les Français dorment en moyenne 6h58 la semaine et 7h40 le week-end. C'est un peu juste quand on sait que la moyenne de sommeil idéale chez un adulte se situe entre 7 et 10 heures par nuit. Alors, à quoi sert le sommeil? Quel est l'impact de la dette de sommeil sur notre santé? Pourquoi la science s'intéresse-t-elle à nos rêves? Et quelles sont les clés du bien dormir? Les réponses dans cette nouvelle édition de 30 minutes santé, le magazine de l'INSERM, l'Institut de la santé et de la recherche médicale. Pour parler sommeil, aujourd'hui nous sommes en compagnie d'Armelle Rancillac. Armelle, vous êtes chercheuse INSERM, neurobiologiste, spécialiste du sommeil au Collège de France. Bonjour. Bonjour Armelle. Et du docteur Marc Ray. Vous êtes neurologue, spécialiste du sommeil, président de l'Institut national du sommeil et de la vigilance, INSV. Bonjour Marc. Bonjour. Alors merci à tous les deux d'être avec nous. Avant de démarrer, nous sommes allés faire un petit tour dans la rue pour demander aux gens comment ils dorment. Regardons ça. Moi je dors beaucoup, 8 heures. Si je peux, 12, 13, 7h30. Entre 6h30 et 7h. 6h, 6h30. Cette nuit, j'ai dormi 1 heure. Je dirais 4 heures. En ce moment, difficile de vous répondre, j'ai une enfant qui fait pas ses nuits. Le week-end, ça va plus être 10. La semaine, ça va plus être 7. Je fais quelques rêves et tout va bien. Entrecoupé. Le stress, à l'anxiété. Je dors bien jusqu'à ce que le réveil sonne, mais c'est pas suffisant. Je sais qu'on doit dormir au maximum 8 heures, mais je n'arrive pas, je fais toujours 6h, 6h30. Marc, comment dorment les Français? Ça n'a pas l'air très glorieux quand même. Et voilà, ils dorment pas assez. Et vous avez vu qu'ils ont tendance à plus dormir le week-end. Alors là, sur les dernières enquêtes que nous avons faites, on montre qu'ils récupèrent le week-end, mais ils récupèrent surtout à la sieste et moins par la grasse matinée que ce qu'ils faisaient avant. Donc là, il y a un petit mieux parce qu'ils vont récupérer le week-end au moment de la sieste. Alors on va pouvoir parler de la sieste tout à l'heure. 43% des Français, vous l'avez montré dans votre enquête, déclarent souffrir d'au moins un trouble du sommeil. C'est quoi un trouble du sommeil? Alors c'est une difficulté qui peut soit être un manque de sommeil, c'est-à-dire une insomnie, la difficulté à s'endormir, ou à des éveils nocturnes ou un réveil trop précoce. Et puis après, il y a tout un tas d'autres pathologies comme le syndrome d'apnée du sommeil, le fait de faire des pauses respiratoires pendant le sommeil, des maladies aussi plus rares comme la narcolepsie où on a une hypersomnie. Donc les troubles du sommeil sont très variés. C'est pour ça que quand on a un trouble du sommeil, il faut consulter pour essayer de dépatouiller cet écheveau complexe des troubles du sommeil. Alors c'est important à dépatouiller, on va le voir, parce que ça a des conséquences sur la santé. À quoi ça sert le sommeil? Pour bien comprendre, il faudrait peut-être déjà en décortiquer l'utilité physiologique. Alors effectivement, le sommeil, ça va globalement servir à rééquilibrer tout ce qui a été déséquilibré pendant l'éveil. Donc ça va servir au maintien de la vigilance, à l'apprentissage et la mémorisation, à la stimulation des défenses immunitaires. Ça va également servir à la libération d'hormones, notamment l'hormone de croissance, pour bien grandir, pour mieux cicatriser la nuit. Également à la régulation de la libération de la testostérone. Ça va servir à la régulation de la glycémie. Et ça va également permettre de nettoyer le cerveau. Et enfin, à la régulation des émotions. D'accord, donc beaucoup d'utilité. Ce sommeil, pour nous rendre tous ces services, pour remplir toutes ces fonctions, il est organisé en cycles qui sont faits de différentes phases. Alors, il y a le sommeil léger, puis le sommeil lent, le sommeil profond et enfin le sommeil paradoxal. Alors ce qu'on voit, c'est un cycle de sommeil, il dure en moyenne 90 minutes, ça varie en fonction de l'âge, les cycles, les enfants ont des cycles plus courts, mais ils ont des besoins de dormir plus importants. Chez l'adulte, les cycles se rallongent, on en a moins durant la nuit. Armelle, quelle est la différence entre chacune de ces phases de sommeil? Le sommeil commence par une synchronisation progressive de notre cerveau qui va du coup, commencer par du sommeil lent léger, puis du sommeil lent profond, et ensuite faire du sommeil paradoxal. Et le tout forme un cycle. Le sommeil paradoxal, ça va être très important pour la récupération émotionnelle, alors que le sommeil lent, c'est plus important pour la récupération physique. C'est pour ça que c'est important d'avoir un peu ces
cet ensemble des deux phases du sommeil qui sont complémentaires. Et alors, justement, une nuit de sommeil, c'est la répétition de ces cycles, en moyenne 4 ou 5 par nuit, si je ne me trompe pas, mais ils évoluent au cours de la nuit. Alors, il y a moins de sommeil profond et un allongement des phases de sommeil paradoxal, c'est bien ça? Exactement. La durée des cycles a tendance à s'allonger progressivement, mais la répartition des deux phases du sommeil s'inverse au cours de la nuit. C'est pour ça que c'est important de dormir suffisamment longtemps pour avoir assez de sommeil paradoxal et avoir sa récupération émotionnelle qui est très importante. Oui, pour bien remplir toutes les fonctions, tous les services que nous rend le sommeil. Comment savoir de combien de sommeil on a besoin, Marc Ray? Alors, pour ça, il faut remplir un agenda de sommeil en période de travail et en période de repos. Un agenda de sommeil, c'est simplement le fait de noter le matin à quelle heure vous vous levez, à quelle heure vous êtes couché la veille au soir et combien de temps vous avez passé réveillé pour vous endormir ou au cours des veilles nocturnes. Une fois que vous voyez combien de temps vous avez besoin de sommeil, c'est-à-dire combien de temps vous dormez en période de vacances, vous le comparez avec votre période d'activité, vous allez savoir quelle est votre dette de sommeil, puisque vous n'allez pas dormir la même chose. On a vu que déjà, le week-end, on a tendance à dormir plus longtemps, en période de vacances aussi. Et donc, on va avoir comme ça la notion du besoin de sommeil qui vous est propre. Vous l'avez dit tout à l'heure, on a des variations importantes chez l'adulte entre 7 et 9 heures par nuit. Donc, c'est très différent. Et donc, selon vos besoins, ça va être plus ou moins facile à couvrir. Alors, globalement, un signe, c'est si on se réveille et qu'on n'est pas en forme, c'est qu'on ne dort pas assez, on est d'accord? Alors, ça dépend. Ça serait 1 heure après le lever. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui sont dans l'inertie du sommeil, en particulier les gens qui sont dits du soir, c'est-à-dire qu'ils vont s'endormir assez tard. Le matin, ils ont du mal à démarrer, il leur faut la douche, le café pour être en forme. On se réveille dans le gaz. Et voilà. Et ça ne veut pas forcément dire que vous avez passé une mauvaise nuit. C'est simplement que vous avez du mal à arrêter vos systèmes de sommeil. D'accord? Mais par contre, 1 heure après, si vous vous sentez en forme, c'est que vous avez dormi suffisamment. Alors, il y a des gros dormeurs. C'est à peu près combien, quelle part de la population qui dort 10 heures? On a à peu près 10% de la population qui sont des gros dormeurs, oui. Et 5 à 10% qui dorment moins de 7 heures, si vous voulez. Ah oui, donc c'est très peu finalement. Les petits dormeurs, c'est très peu. Donc il y a beaucoup de gens qui manquent de sommeil, effectivement. Et oui, vous avez vu dans votre reportage, dans votre micro-trottoir, le nombre de gens qui déclaraient dormir moins de 7 heures et qui disaient qu'ils manquaient de sommeil. Donc ils en sont parfaitement conscients. Donc à vos agendas, il y a les gros dormeurs, les petits dormeurs, les dormeurs moyens, et puis il y a aussi tous les dormeurs confondus, les rêveurs. Et ceux-là, ils intéressent aussi beaucoup la science. Les rêves dans l'éprouvette, c'est ce dont on va parler avec Isabelle Arnulf. Bonjour docteur Isabelle Arnulf, vous êtes neurologue, chef de service des pathologies du sommeil à la Pitié-Salpêtrière à Paris et responsable d'une équipe INSERM à l'Institut du cerveau et de la moelle épinière, j'ai tout bon? Oui. Et vous étudiez les rêves. Oui, c'est l'équipe Dream Team d'ailleurs. Dream Team, bah, fantastique, ça n'a jamais été aussi bien nommé. Oui. Alors, comment est-ce qu'on étudie les rêves? Alors, on peut étudier les rêves à partir du récit que fait la personne en se réveillant. C'est déjà très instructif à soi seul. Ceci dit, le problème principal qu'on a, c'est que 99% de nos rêves sont oubliés. Et une partie des récits qu'on récupère sont probablement reconstitués, on a du mal à situer la temporalité, on change probablement un peu l'histoire. Et donc on a essayé de développer des manières d'accéder aux rêves en direct, au moment où ils se passent. Et on a trouvé 2 modèles pour ça. Le premier modèle, c'est les personnes qui extériorisent une partie de leur contenu de rêve. En particulier, bon, vous connaissez tous les gens qui parlent dans leur sommeil, par exemple, mais il y a aussi des personnes qui ne sont pas complètement paralysées, les somnambules, les personnes qui ont des terreurs, des éveils confusionnels, et puis des personnes plus âgées qui n'ont pas la paralysie complète du sommeil paradoxal et qui vont du coup parler, avoir des gestes et souvent des gestes violents qui les amènent à consulter et qu'on enregistre dans ce cadre-là. D'accord. Alors, vous voulez dire que vous filmez les gens pendant qu'ils rêvent? On filme les gens pendant qu'ils dorment et on a entre guillemets la chance de voir à quoi ils rêvent grâce au fait qu'ils n'ont pas qu'ils extériorisent en tout cas, qu'ils agissent une partie de leurs rêves, qu'ils ne sont pas totalement paralysés comme on est nous pendant notre phase de sommeil paradoxal. Alors, est-ce que vous avez appris des choses déjà de nos rêves, de comment ils fonctionnent, de ce qu'ils nous apportent en les observant?
On a appris beaucoup de choses en regardant les personnes qui extériorisent leurs rêves. Par exemple, que tout le monde rêve, même ceux qui s'en souviennent pas, en tout cas qui disent qu'ils ne rêvent pas, puisqu'on a vu des comportements très complexes, des paroles très complexes chez eux. On a aussi observé qu'une partie de ce qu'on avait appris avant de dormir pouvait être réexécutée dans certaines phases de sommeil. Et puis on a regardé les émotions des dormeurs. Est-ce qu'il y a beaucoup d'émotions sur le visage de quelqu'un endormi? Et c'est le cas, et ça va à une très grande vitesse. Et puis on a pu aussi voir la temporalité dans les rêves. Il y a une espèce de truc qui traîne, que les rêves seraient une espèce de condensation du temps, qu'on les inventerait au réveil et qui durerait moins d'une minute. C'est pas vrai. Les personnes ont un déroulement d'action qui est très proche du déroulement réel qu'on aurait si on était réveillé et qu'on faisait les mêmes actions en rêve. Alors vous parlez du sommeil, les rêves nous aideraient à digérer nos émotions. C'est l'une des fonctions principales du sommeil. Le sommeil permet de mémoriser les acquis de la journée, mais aussi de digérer les émotions négatives. Je suis sûre que vous avez fait l'expérience de recevoir un mail extrêmement désagréable, avec des points d'interrogation, des caractères gras. Si on répond tout de suite, on fait une réponse qui reste dans le même niveau émotionnel et agressif. Si on dort dessus, on a plus de chances le lendemain matin de faire une réponse plus rationnelle et moins émotionnelle. Cette espèce de balance entre la raison et l'émotion semble se faire être grâce au sommeil. Alors on fait l'hypothèse que nos rêves sont une espèce de théâtre mental, un exutoire évidemment, dans lequel on va revoir la personne, lui dire vraiment ce qu'on pense d'elle et probablement l'associer à d'anciens souvenirs, et puis ça va être digéré le matin et on peut passer à autre chose. Le lendemain matin ça va mieux, on a réglé les comptes un peu. On a réglé les comptes pendant nos rêves. Alors pourquoi c'est important de savoir ces choses-là? Pourquoi c'est important de s'intéresser à nos rêves et de mettre des mots scientifiques là-dessus? Alors d'abord, c'est parce que c'est la façon de penser du cerveau pendant le sommeil, qu'on y passe quand même 7-8 heures par nuit, et on rêve à peu près 5 heures hein, sur l'ensemble. En tout cas, on récupère du contenu mental pendant 5 heures. Et c'est important de comprendre les fonctions du sommeil, et on est obligé de passer par les rêves pour comprendre les fonctions cognitives du sommeil, qu'il soit bon pour le corps, qu'il aide à grandir, qu'il aide à régulariser la pression artérielle, le diabète, etc. Ça c'est sûr pour le corps. Mais pour le cerveau, passer 7 à 8 heures dans un autre état, le biologique serait bien peu économe si ça ne servait pas à plein de choses. Et donc, c'est utile évidemment pour comprendre les fonctions de mémoire, les fonctions d'émotion, la créativité, l'empathie, la capacité à se mettre à la place des autres, la simulation de la menace qui survient beaucoup en rêve et qui probablement nous entraîne à mieux y faire face dans la journée. Et toutes ces fonctions-là, ces 5 fonctions, il y en aura probablement d'autres, mais qu'on a commencé à identifier avec nos différents modèles, si on les comprend mieux, on pourra aider les personnes, par exemple dépressives, à retrouver cette fonction de régulation de l'humeur et des émotions du sommeil. Et vous savez que la dépression, c'est entre 20 et 30% des personnes. C'est un des exemples d'application. Et puis ça permet aussi de remettre un peu l'église au centre du village, c'est-à-dire qu'on met des mots scientifiques, des compréhensions éprouvées sur ces choses-là. On sort un petit peu du livre sur l'interprétation des rêves. Oui, exact, ça permet de mettre de la science sur quelque chose qui c'était déjà étudié plutôt en psychométrie, hein, les récits, mais là ça permet effectivement de faire de la vraie science au sens où c'est robuste les résultats. On n'est pas dans l'interprétation ou dans la théorisation. Et alors, cette observation, cette analyse, cette étude de nos rêves, ça pourrait être aussi une fenêtre sur la santé de notre cerveau. Je pense notamment à la maladie de Parkinson. Vous étudiez le lien entre nos rêves et Parkinson. Alors dans la maladie de Parkinson, il y a le moment où la personne vient consulter parce qu'elle a du mal à marcher, à parler, mais en regardant, en fait, entre 5 et 10 ans avant, une partie des patients ont déjà des troubles des rêves. Et ces troubles des rêves sont très particuliers par le fait qu'ils vont justement avoir des gestuels pendant leur sommeil paradoxal qu'on n'a pas nous, parler, tomber du lit, crier. Alors c'est différent évidemment des terreurs nocturnes des personnes jeunes. On est en train
train de parler de personnes qui ont plus de 50 ans et qui ne faisaient pas ça avant. D'ailleurs, on a des images hein, justement que vous nous avez amenées, hein, oui. qu'on voit. Vous voyez quelqu'un qui qui combat un ptérodactyle et qui le fait réellement dans son lit avec son oreiller, mais il est vraiment dans son histoire, dans son cauchemar. Et ces espèces de cauchemars agités correspondent au fait qu'il y a une partie du cerveau, dans le bas du cerveau, qui est normalement censée nous empêcher de bouger quand on est en train de rêver, ce qui permet que nos rêves restent dans notre tête et passent pas dans notre corps et qu'on tombe pas du lit. Ce petit verrou dans le bas du cerveau ne fonctionne plus, ou en tout cas fonctionne partiellement par moment. Et on s'est rendu compte que ce verrou, en fait, qu'on arrive maintenant à voir avec certaines IRM particulières, est déjà touché par le processus dégénératif qui va donner naissance plus tard, 5 à 10 ans après, à la maladie de Parkinson. Donc on a quelque chose qui est, on dit prodromal en science, hein, qui prépare l'arrivée du Parkinson à 50-80%. Donc ça, c'est du coup des patients qui viennent consulter pour des cauchemars agités, mais qu'on suit pendant des années pour observer ce qui se passe, d'une part, mieux décrire le pré-Parkinson, et surtout, l'idée est d'intervenir le plus tôt possible avant que d'autres régions du cerveau soient abîmées par la maladie, et donc avec tout ce qu'on connaît actuellement, de l'exercice physique, des bons régimes, tout ce qui est bon pour préserver notre cerveau. Ça, c'est avant le Parkinson. Oui, parce que ce que vous disiez, c'est qu'en fait, c'est devenu presque un outil de diagnostic précoce, c'est-à-dire que des gens qui sont venus consulter parce qu'ils avaient des rêves très physiques, en fait, dans une grande majorité des cas, dans les 7-10 ans qui suivent, déclarent une maladie de Parkinson. C'est ça. C'est-à-dire que on décrit maintenant la fenêtre qui précède la maladie de Parkinson. C'est évidemment extrêmement instructif parce que ça va nous permettre d'identifier d'autres choses, la constipation, la perte d'odorat, qui précède aussi la maladie de Parkinson. Mais plein de gens peuvent être constipés ou perdre l'odorat parce qu'ils ont eu le Covid. C'est pas pour autant qu'ils vont faire le Parkinson. Ce trouble-là nocturne, il est très spécifique. Il n'est pas associé à d'autres choses. Et donc c'est beaucoup plus fin pour comprendre ce qu'une personne va devenir, pour comprendre la génétique aussi associée à ça, pour faire de l'imagerie. Enfin, il y a un pan entier de sciences maintenant sur ces cohortes prodromales, comme on dit. Et puis, une fois que la personne a développé la maladie de Parkinson, à peu près 2/3 des patients avec maladie de Parkinson ont ces comportements nocturnes. Oui, c'est-à-dire ce qui est impressionnant, c'est qu'ils continuent à avoir ces rêves et ils font en rêve des choses donc, qui sont une fois malades, avec des signes forts de la maladie, incapables de faire au réveil, c'est-à-dire parler, bouger. Oui, le patient que vous voyez qui combat des ptérodactyles avec son oreiller, il le fait à grande vitesse, il crie, etc. Il n'est pas comme ça quand il est réveillé. Quand il est réveillé, il est incapable de crier, il a une petite voix, on dit hypophonique, hein, il n'articule pas très bien, il a du mal à bouger. Or, quand il vit ses rêves, il n'a plus la maladie de Parkinson. C'est comme s'il ne l'avait plus, alors qu'il est très atteint en journée. Et donc, on peut se poser la question de qu'est-ce que c'est, ce circuit qui remarche en sommeil paradoxal. On sait que, évidemment, le verrou ne fonctionne pas, mais au-dessus, qu'est-ce qui se passe qui fait qu'ils extériorisent des mouvements normaux ou quasi normaux? Et est-ce qu'on ne pourrait pas le remettre en route dans la journée, ce circuit alternatif qui leur permet de ne plus être parkinsoniens dans leurs rêves? Et alors, est-ce que ça nous donne des pistes? On a beaucoup avancé sur cette partie-là. Ces mouvements sont normaux, mais ils sont un tout petit peu saccadés, ils sont rapides, hein, un peu à la Charlie Chaplin, si vous voulez. Et donc, avec différents moyens, des tests thérapeutiques, etc., et de l'imagerie, on s'est rendu compte que les noyaux gris centraux, qui sont ceux qui fluidifient nos mouvements, qui les rendent un peu automatiques, où on n'a pas besoin de penser, qu'on marche par exemple, ces noyaux gris centraux qui sont grippés dans la maladie de Parkinson, et c'est cette grippe qui provoque le ralentissement du mouvement, la difficulté, le fait de devoir penser, que je mets un pas devant l'autre pour marcher, ces noyaux gris centraux, quand on est en train de bouger dans nos rêves, ils sont inactifs, ils n'impriment pas ce mauvais message aux gestes qu'ils font en éveil. Et donc l'idée, ça serait de les retirer, de les débrayer en quelque sorte du système du mouvement pendant l'éveil. Et on s'est rendu compte qu'en parallèle, nos collègues qui avaient trouvé à Grenoble la stimulation des noyaux gris centraux, en fait, ce qu'ils font en stimulant les noyaux gris centraux, c'est qu'à très très haute fréquence, ils les bloquent. Ils empêchent ce mauvais message
de gripper les mouvements. Et donc ce qui se passe dans notre sommeil paradoxal ressemble à l'effet d'un stimulateur intracérébral. Donc finalement, quand on est inconscient, naturellement notre cerveau adopte un des mécanismes qui est utilisé pour traiter la maladie de Parkinson. Ouais. Donc ça pourrait nous donner l'espoir de trouver encore d'autres réponses dans nos rêves qui pourraient nous emmener vers des traitements et de la prévention surtout. Ça veut dire que le circuit existe en fait, et que certes on peut le remettre avec de l'électricité en route, mais il y a peut-être d'autres manières. C'est ce qui va arriver dans le futur. En prévention, c'est extrêmement important évidemment. Ces personnes qui ont des cauchemars agités, on va leur proposer de modifier leur mode de vie pour lutter ensemble contre l'arrivée d'une maladie de Parkinson. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme réponse, comme chose que l'on essaye de comprendre, d'apprendre, de trouver sur nos rêves? Parce que dans vos équipes de recherche, il y a plein de travaux qui se passent en ce moment. Il y a plein de travaux. On utilise aussi, on bénéficie des personnes qui sont rêveuses lucides. Donc c'est des personnes qui sont capables de savoir qu'elles rêvent quand elles rêvent. Ça nous arrive tous de temps en temps. Mais là, pour le coup, les personnes sont capables de rester dans le rêve, d'en modifier des éléments et surtout de nous envoyer des informations au moment où ils rêvent, en nous disant là j'ai un rêve agréable, là j'ai un rêve désagréable, et ça c'est extrêmement précieux parce qu'on a vraiment le rêve online, en direct, et donc ce qu'on a identifié, c'est que les émotions par exemple arrivent à très très haute vitesse en sommeil paradoxal. Il y en a énormément, bien sûr, nos rêves sont souvent très émotif, mais là pour le coup on passe très vite du rire aux larmes, et ça nous a beaucoup surpris parce que c'est pas des choses qu'on fait dans la réalité. Dans la vie. On a des patients qui, soit quand ils extériorisent leurs rêves, vont faire comme ça, comme si ils avaient à la fois un rire et puis un sanglot derrière, comme s'ils collapsaient deux émotions à très haute vitesse. Et puis on a la même chose chez nos rêveurs lucides, une émotion va durer à peu près 1 minute et on va passer au contraire très très vite, ce qu'on ne fait pas dans la réalité. Et donc ça nous suggère que, bon, d'abord ça va très vite, donc ça doit servir à quelque chose pour en avoir autant, et peut-être que c'est un système qui empêche qu'on reste trop, comme on va digérer les émotions négatives, trop négatif tout le temps. Négatif, 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 qu'est-ce que ça produit? Des émotions négatives en cascade dans le sommeil, un cauchemar. Et un cauchemar, ça réveille la personne, et du coup, on pense qu'il ne peut pas faire son travail de digestion correct. Et donc d'intercaler comme ça des petits bouts de rire à l'intérieur des émotions négatives, peut-être que ça empêche l'émotion de devenir trop prégnante et de réveiller la personne. Alors encore plein de choses, on comprend bien, à apprendre sur nos rêves, sur nous, sur notre cerveau, grâce à vos recherches. Merci Isabelle Arnulf, on ne se souviendra plus de nos rêves de la même façon. À bientôt. Bien, on l'a vu, notre sommeil a des fonctions primordiales pour notre santé. Pourtant, on en manque. L'enquête menée par l'INSV, l'Institut national du sommeil et de la vigilance, publiée début 2024, nous apprend que les Français ont perdu 15 à 16 minutes de sommeil par nuit en seulement 1 an. Alors, quel lien est-ce qu'on peut faire, Marc Ray, entre ce manque de sommeil, cette dette dont vous nous avez parlé, et notre santé ? Alors, il y a plusieurs liens, puisque ce manque de sommeil va se traduire par des problèmes psychologiques. On va être plus anxieux, plus facilement déprimé. Et donc, il y a ce retentissement sur la santé mentale qui est très clair depuis l'épisode de Covid, où on a une altération des deux. Mais il y a également une répercussion sur le plan neurologique, comme le disait Armelle, c'est-à-dire qu'on va avoir des troubles de la mémoire, des difficultés de concentration, ce qu'on voit particulièrement chez les enfants en classe, qui, s'ils manquent de sommeil, ont du mal à se concentrer et à faire attention. Et puis, il y a des complications également physiologiques, avec une augmentation de l'obésité quand vous manquez de sommeil et un moins bon système immunitaire. Est-ce qu'il ne faudrait pas mettre la sieste sous ordonnance, Armelle? Effectivement, comme pour avoir un bon sommeil, c'est important d'avoir des rythmes réguliers. Plutôt que de faire une grasse matinée si on a l'impression qu'on est en manque de sommeil, il vaut mieux privilégier une petite sieste au bon moment le lendemain. Alors au bon moment, pourquoi? Parce qu'il ne faut pas que ça arrive trop tard dans la journée pour pas que ça empiète sur l'endormissement suivant. Donc idéalement, après la pause déjeuner, quand on sent que naturellement on a la somnolence qui monte, il faut en profiter, se laisser aller et faire la petite sieste qui va vous permettre de repartir sur des bonnes routes. Pourtant, c'est mal vu la sieste en France. Ben oui, socialement parlant, en France, on a encore du mal à se dire qu'on a le droit à la sieste.
Alors que pourtant, si on veut gagner en productivité et en efficacité, il ne faut pas hésiter à faire la sieste. En productivité, en efficacité et puis en santé aussi, ce qui est important. C'est le plus important que la productivité. Très bien, et donc on ne peut pas parler de sommeil sans parler d'hygiène de vie finalement. Tout à fait. Le sommeil fait partie des 3 déterminants de la santé que sont l'activité physique, l'alimentation et le sommeil. Donc bouger, manger, dormir, c'est ce qui nous permet d'être en pleine forme. Il manque le dormir alors dans le fameux slogan « manger, bouger ». On aimerait bien le rajouter. Manger, bouger, faire la sieste. Voilà. Alors, entre ces 3 piliers dont vous nous parlez, il y a des vases communicants, n'est-ce pas? Ah, tout à fait. C'est ce qu'on a montré dans notre enquête cette année, puisque année de Jeux Olympiques oblige, on s'est intéressé à l'activité physique et à l'alimentation. Et les Français nous disent qu'ils développent une activité physique pour améliorer leur sommeil, donc ils s'en sont rendus compte. Ils développent un certain nombre de comportements alimentaires en termes de régularité pour améliorer le sommeil. Et ils nous disent à plus de 80% que le sommeil est nécessaire pour leur performance intellectuelle ou à 76% pour leur performance physique. Donc on a bien des vases communicants entre ces 3 déterminants de santé. Pour le pire et pour le meilleur, vous l'avez dit, le meilleur, le pire, c'est qu'on dort moins, on mange moins bien. Et on bouge plus. Et on bouge plus. Voilà. Donc, il faut faire attention à ces 3 piliers. Alors, parfois, à l'origine d'un sommeil perturbé, on trouve un cycle circadien décalé. Le recentrer, c'est ce sur quoi travaille notamment le service du professeur Damien Léger à l'Hôtel-Dieu à Paris. Nous sommes allés le rencontrer. Le cycle circadien, c'est notre horloge interne. Un amas de cellules et de noyaux dans le cerveau, réglés sur 24 heures, qui donne le rythme à l'organisme. En fonction de la lumière extérieure, il va plus ou moins adapter sa période autour de 24 heures, mais de manière un peu fine à l'environnement. S'il y a beaucoup plus de lumière, eh bien le cycle va être un peu plus long. S'il y a moins de lumière, le cycle va être un peu plus court. C'est pour cette raison que nous dormons plus en hiver qu'en été. Sauf que parfois, l'horloge se dérègle. C'est le cas par exemple des gens qui travaillent la nuit ou en horaire décalé. Et puis l'horloge est également, comme tous les organes, soumis au vieillissement, soumis à l'altération de l'inflammation, soumis à des processus éventuellement vasculaires qui peuvent altérer son fonctionnement. Pour réguler notre cycle circadien, nous sommes aidés de la mélatonine, l'hormone du sommeil. Sous l'influence de la lumière, elle joue un rôle de chef d'orchestre pour synchroniser notre organisme sur ce rythme de 24 heures. Ici, on voit l'évolution de la mélatonine sur les 24 heures. Quand la lumière baisse aux alentours de 20-21 heures, eh bien, la mélatonine augmente et va être à son maximal entre 2 et 5 heures du matin, au moment où la température est minimale et le sommeil le plus profond. Pour remonter l'horloge biologique, on peut recourir à la luminothérapie. On ne peut pas prendre un tournevis et aller la régler avec un bon horloger, car c'est tout à fait profond au niveau du cerveau. Donc en fait, on ne peut le faire qu'avec l'influence de facteurs extérieurs. Et un des facteurs, c'est la lumière. On conseille aux gens de s'éclairer le matin avec des lampes puissantes, qu'on appelle des lampes de luxe-thérapie, ou alors avec une belle lumière de jour. La lumière n'est pas le seul traitement possible. Au Centre du sommeil et de la vigilance, des non-voyants testent depuis 12 ans un traitement par mélatonine pour rétablir leur cycle circadien. Comment allez-vous, monsieur, depuis ces 6 derniers mois? Quand j'ai commencé le traitement, j'étais en formation pour devenir kiné. Et c'était compliqué avant de le prendre. Aujourd'hui, pendant ma formation, ça a été beaucoup mieux. Même sur le plan professionnel, j'ai pas besoin de faire une sieste et je peux continuer mon travail correctement. Le moral est bon? Oui, ça va. Vous aviez pas des projets, vous m'aviez dit? Ça avance, je suis sur le point de... Notre horloge biologique, c'est un peu comme une vieille horloge. Il faut en prendre soin avec une vie bien réglée. La lumière et la mélatonine sont des pistes de traitement pour les troubles du sommeil. Il y en a d'autres. Mais l'important, c'est avant tout de comprendre quels sont les mécanismes du sommeil pour savoir comment bien le soigner. Armelle Rancillac, c'est ce que vous vous efforcez de faire avec vos recherches. Qu'est-ce qui se passe dans le cerveau pour déclencher les circuits responsables du sommeil? C'est la grande inconnue? Alors effectivement, il y a encore beaucoup de recherches à faire de ce côté-là, et c'est ce que j'essaye de faire en étudiant ce qui se passe au point de vue cellulaire et moléculaire dans une toute petite région du cerveau, pas très loin du noyau suprachiasmatique dont on vient de parler, et qui est important pour le déclenchement et le maintien du sommeil lent. Donc cette petite région s'appelle le noyau ventrolatéral préoptique, donc le VLPO, et je m'intéresse
plus précisément à la communication entre deux types de cellules, parce que certes, les réseaux neuronaux sont très importants pour réguler le sommeil. Il n'y a pas que des neurones dans le cerveau. Mais voilà, il y a tout autant de cellules gliales. On les connaît un petit peu moins bien, mais elles ont un rôle très important pour la régulation notamment de l'efficacité des synapses. Vous savez, les points de jonction entre deux neurones. Et du coup, moi, je m'intéresse à des astrocytes, qui sont un certain type de cellules gliales. En étoile. En forme d'astre. D'où leur nom. Exactement. Et qui vont pouvoir, comme ça, venir à proximité des synapses pour moduler l'efficacité et, elles aussi, participer à l'activation des neurones promoteurs du sommeil et donc induire du sommeil. Alors, qu'est-ce que vous avez appris de ces astrocytes? Alors, avec mon équipe, on a regardé un petit peu ce qui se passait au cours du sommeil et on s'est aperçu que plus on dormait, plus ces astrocytes avaient tendance à grandir et au contraire à se rétrécir au cours de l'éveil. Donc, il y a des changements morphologiques qui s'accompagnent de proximité variable à la synapse et du coup, ça pourrait permettre de renforcer l'efficacité des réseaux neuronaux. Quelle piste ça ouvre pour l'avenir, pour comprendre le sommeil et puis pour l'utiliser sur des traitements? Parce qu'actuellement, les traitements qui sont recommandés pourraient être par exemple des somnifères pour mieux dormir, mais ils ne sont pas vraiment spécifiques des réseaux neuronaux du sommeil. C'est-à-dire qu'ils vont avoir tendance globalement à éteindre le cerveau en jouant sur l'inhibition. Ce qu'on aimerait éviter, parce que finalement le cerveau, on l'a dit tout à l'heure, c'est important qu'il se passe plein de choses dedans pendant qu'on dort. Surtout que les réseaux neuronaux qui sont impliqués dans le déclenchement et le maintien du sommeil passent par des systèmes d'inhibition eux aussi. C'est des systèmes d'inhibition réciproques, soit entre l'éveil, soit entre le sommeil. Et du coup, éteindre tout, c'est pas fonctionnellement très astucieux. Ce qu'il faudrait, c'est arriver spécifiquement aussi à activer ces réseaux responsables de l'induction du sommeil. Et donc, mieux comprendre comment ça fonctionne pourrait permettre à terme de trouver vraiment des solutions pharmacologiques plus spécifiques et plus efficaces pour mieux dormir. Alors en attendant de mieux comprendre les mécanismes profonds de notre sommeil pour mieux le traiter, on va quand même essayer de donner quelques conseils pour en prendre soin de ce sommeil. La recette d'un bon dodo, on va faire un jeu de questions-réponses. Armelle, Marc, est-ce que vous êtes prêts? Absolument. Très bien. Marc, les écrans sont bénéfiques pour le sommeil, vrai ou faux? Faux. C'est quelque chose qui va nous empêcher de dormir, puisqu'il va empêcher la sécrétion de mélatonine, car les écrans sont riches en lumière bleue, et le bleu, c'est le bleu du ciel, qui éteint notre sécrétion de mélatonine le matin, mais le soir, c'est embêtant. Donc à bannir, écran, on parle téléphone, on parle tablette, on parle télé, on parle quoi? On parle téléphone, tablette, ordinateur, et il faut les bannir 1 heure avant le coucher. Même si on met le filtre nuit pour enlever la lumière bleue? Oui, même si on met le filtre nuit, parce qu'il y a aussi un effet de stimulation de ces écrans qui fait que ça nous fait faire plein de choses, penser à plein de choses au moment où on doit lâcher prise. Ok. Armelle, il faut une routine avant de s'endormir, vrai ou faux? Vrai. Il faut aider son cerveau à décrocher avec les stimulations de la journée pour lui faire comprendre que ça va être le moment de se recentrer sur soi, de prendre soin de soi et d'aller dormir. Donc pour cela, renforcer la routine, on le fait naturellement pour les jeunes enfants, mais l'adulte a tendance à oublier que lui aussi, il fonctionne un peu pareil et qu'il a besoin de ce temps où forcément il va diminuer les écrans, mais il va aussi baisser l'intensité lumineuse et sonore et se mettre dans un environnement propice au sommeil. Donc on prépare le dodo avant de l'attaquer. Il faut une chambre fraîche pour bien dormir? Exactement, vrai. Parce qu'il y a une relation très étroite entre la température corporelle interne et la régulation du sommeil. C'est notamment pour ça qu'il faut faire du sport en journée pour élever sa température interne, ce qui aidera à sa chute la nuit suivante et qui consolidera le sommeil. Et c'est pour ça qu'il est recommandé de dormir aussi dans une chambre fraîche pour consolider son sommeil. Marc, la grasse mat, c'est bon pour le sommeil? Non, pas du tout. Il vaut mieux faire une sieste et continuer. Pourquoi? Parce que la grasse mat va nous couper de la lumière du matin. Or, la lumière du matin est très importante pour arrêter la sécrétion de mélatonine et nous faire sentir en forme. Donc, c'est très important d'avoir une activité le matin. Quelle est la durée idéale d'une sieste? Alors, il y a 2 types de siestes. Il y a la sieste de récupération, où là, ça va être un cycle de sommeil, donc c'est 1h30. Mais la sieste dont on a le plus besoin habituellement, c'est une sieste qui va vous permettre de restaurer votre vigilance. 10-20 minutes suffisent. Et après, vous allez pouvoir redémarrer pour pouvoir vous concentrer et bien apprendre ce que vous devez apprendre. Armelle, vrai ou faux, il faut manger léger le soir? Vrai, parce que si on mange trop lourd, trop sucré, trop gras, on va augmenter les temps de digestion et la thermogénèse alimentaire, c'est-à-dire qu'on va monter en température, ce qui sera contre-productif à l'endormissement où on a besoin d'avoir une chute de température.
Alcool? Pareil, l'alcool, ok, ça va dans un premier temps détendre un petit peu et favoriser peut-être l'endormissement s'il n'y a pas des doses trop importantes, mais ça va augmenter la température interne et du coup ça va avoir tendance à fractionner le sommeil parce qu'on arrive moins bien à réguler sa température. Il faut éviter le sucre le soir, vrai ou faux? Faux. On s'est aperçu en laboratoire, on a fait des expériences, que si on augmente un petit peu la concentration de glucose, ça va stimuler les neurones promoteurs du sommeil. Donc, rajouter une petite cuillère de miel dans sa tisane avant d'aller se coucher, c'est un très bon remède et une très bonne routine à adopter. Donc, au menu parfait avant de dormir, un bout de poisson, une pomme de terre, des légumes, un yaourt et un petit carré de chocolat. Exactement. Des aliments qui sont riches en tryptophane vont aider la synthèse de sérotonine et de mélatonine. Et du coup, comme c'est un acide aminé essentiel qu'on n'a que par l'alimentation, on peut s'aider, voilà, en essayant aussi d'ajouter quelques graines de courge ou de sésame dans sa salade. Ça va améliorer naturellement son sommeil. Bon, je retiens, moi, le petit carré de chocolat avant de dormir. Ça va faire quelques heureux. Notre émission touche désormais à sa fin. Merci à Armelle Rancillac et Marc Ray pour vos réponses. Merci à Isabelle Arnulf de nous avoir rejoints, à Damien Léger de nous avoir accueillis pour notre reportage. Et merci à vous de nous avoir suivis pour cette nouvelle édition de 30 minutes santé. Merci à Samia Saya à l'initiative de cette émission et à l'INSERM. Merci à Guillaume Pérez pour la réalisation et à la Jolie Prod pour la production. À bientôt.